Mercure. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un énorme astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Boum! Des fragments volent dans toutes les directions avec l'onde de choc. Après que la poussière soit retombée, nous voyons un cratère qui fait presque la taille du lac Ontario. Mais le plus intéressant, c'est la forme de ce cratère. Il ressemble à une araignée. Un corps rond au centre et plusieurs pattes tout autour qui pointent dans différentes directions. Et le plus étrange, c'est que les pattes d'araignée ne sont pas tout à fait alignées avec le centre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un tel paysage a pu se former. Certains pensent que l'image de l'araignée est apparue là bien plus tôt et que la météorite tombant presque en son centre n'était qu'une coïncidence. Mais nous n'avons toujours pas d'explication claire sur la façon dont de telles fissures ont pu apparaître à la surface de Mercure. Un autre mystère sur Mercure concerne son origine en tant que planète. Selon une théorie, elle était autrefois la lune de Vénus, mais au fil du temps, elle aurait succombé à la gravité du Soleil. Notre étoile aurait littéralement arraché Mercure à l'orbite de Vénus, et la petite planète se serait mise à graviter autour de lui. Ce qui pourrait prouver cette théorie, ce sont les périodes de rotation de Mercure et de Vénus. Mercure perd progressivement de sa vitesse de rotation. Un jour sur cette planète équivaut maintenant à 58 jours terrestres, et cela augmente sans cesse. En même temps, après qu'elle ait perdu son pesant satellite, Vénus s'est mise à tourner un peu plus rapidement. Selon une autre théorie, Mercure serait entré en collision avec Vénus peu après l'apparition du système solaire. À cette époque, Mercure était légèrement plus grande que ce qu'elle est devenue par la suite. Mais alors, sa collision avec Vénus lui a fait perdre une partie de sa croûte, et un peu plus tard, Vénus a recueilli ses débris. Mais les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment Mercure s'est formé. Uranus. Une géante gazeuse à 18 distances Terre-Soleil de notre planète. Cette planète semble calme comparée à d'autres géantes comme Jupiter avec ses tempêtes grosses comme la Terre. Et pourtant, Uranus possède elle aussi quelque chose d'inhabituel et d'unique. Cette tache sombre, par exemple, a été détectée par le télescope Hubble en 2006. À l'époque, elle faisait presque 2 fois la taille de l'Alaska. Quelques années plus tard, des points lumineux y sont apparus. Il s'est avéré qu'il s'agissait de nuages de méthane qui se déplaçaient à la surface de la planète à une vitesse de 480 km/h. Mais nous ne savons pas exactement ce qui provoque de telles tempêtes sur Uranus. Nous pourrons peut-être résoudre ce mystère en nous penchant sur un autre aspect énigmatique d'Uranus. Cette planète tourne sur elle-même, couchée sur le côté. Si tu regardes l'axe de notre planète, tu verras qu'il est vertical et seulement à peine incliné. C'est la même chose pour la plupart des planètes de notre système solaire. Mais pas pour Uranus. Son axe est presque horizontal et pointe vers le Soleil. L'un des pôles d'Uranus est entièrement éclairé presque tout le temps. Le jour polaire sur la planète dure 42 années terrestres. Lorsque l'inclinaison de l'axe d'Uranus vient à changer, le jour polaire commence de l'autre côté de la planète. Le pôle jusque-là éclairé plonge dans l'obscurité pendant 42 ans. Ce changement de saison peut provoquer de graves tempêtes à la surface de la planète. Mais on ne sait pas exactement pourquoi Uranus est couché sur le côté. Peut-être qu'il y a des milliards d'années, la géante gazeuse est entrée en collision avec plusieurs astéroïdes qui étaient sur le point de devenir de jeunes planètes. De telles protoplanètes, dont la taille et le poids auraient été similaires à ceux de la Terre, auraient pu faire basculer Uranus après s'être écrasé sur elle. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Passons maintenant à Europe, la lune de Jupiter. Le grand mystère ici est de savoir s'il y a de la vie sur cette lune. Les scientifiques n'excluent pas une telle possibilité. Tout ce que l'on peut voir à la surface de cette lune, c'est de la glace. Les rayures que l'on y aperçoit sont en fait de longues et larges fissures. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que cette lune n'était rien de plus qu'un bloc de glace. Mais maintenant, ils pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Le noyau d'Europe est chauffé par les forces marémotrices de Jupiter. Ce noyau chaud fait fondre la glace qui l'entoure, donc il pourrait vraiment y avoir un immense océan sous cette croûte de glace. Comme l'eau est la base de la vie, différents micro-organismes pourraient y exister, mais nous ne le découvrirons que si nous y envoyons une sonde. Il nous faudra forer au travers de 2 douzaines de kilomètres de glace solide et chercher dans un océan 2 fois plus grand que tous les réservoirs d'eau sur Terre. Regarde maintenant la lune de Saturne, Titan. C'est la 2e plus grande lune du système solaire. Elle est 50% plus grande que le satellite naturel de la Terre. C'est le seul endroit de notre système solaire, autre que la Terre, où l'existence d'eau liquide ait été prouvée. Mais la chose la plus intéressante à propos de Titan est son atmosphère. Elle a une épaisseur de 400 km. Cette distance est presque 40 fois plus grande que l'altitude de croisière moyenne des avions commerciaux sur Terre. Et elle est composée à 95% d'azote. À titre de comparaison, l'atmosphère de la Terre est composée à 79% d'azote.
ce qui signifie qu'elles sont assez similaires. Le mystère est que personne ne sait comment cette atmosphère est apparue là. Une théorie suggère qu'il y a de nombreuses années, des météorites venaient s'écraser sur la surface de Titan presque sans interruption. Des roches massives entraient en collision avec la croûte, augmentant la pression et les températures sur cette lune. Dans de telles conditions, l'ammoniac présent dans l'air s'est décomposé en azote et en hydrogène. L'azote, qui est lourd, est tombé sur la surface de Titan, tandis que l'hydrogène, plus léger, s'est élevé et s'est répandu dans l'espace. Mais certains scientifiques contestent cette théorie. Un autre mystère du système solaire concerne l'étoile hypothétique Némésis et son existence réelle. Si tu regardes toutes les étoiles de notre galaxie, tu découvriras que la plupart d'entre elles sont jumelées, ce qui signifie que deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Statistiquement, le Soleil devrait donc lui aussi avoir un compagnon. Certains scientifiques ont donc émis l'hypothèse que les plus grandes extinctions de masse sur Terre étaient liées à un objet mystérieux dans l'espace. Ils ont suggéré qu'il y avait une naine rouge quelque part à moins d'une année-lumière et demie du centre de notre système solaire, et qu'à chaque fois que cette étoile naine s'approchait du nuage d'astéroïdes, cela perturbait ces voyageurs de l'espace. Chaque fois que cela s'est produit, plusieurs astéroïdes ont été lancés vers la Terre et ont provoqué une extinction massive. Mais cette étoile n'a pas encore été découverte, et de nombreux scientifiques remettent en question cette hypothèse. Maintenant, regardons à l'extrême limite du système solaire. Un photon de lumière doit voyager pendant 1 an pour arriver jusqu'ici. Les scientifiques pensent que le nuage d'Oort existe dans cette zone. C'est une région hypothétique où des tonnes d'astéroïdes et de blocs de glace se rassemblent en nuages. C'est l'endroit le plus éloigné où la gravité du Soleil est encore un effet. On peut supposer que ce nuage sphérique entoure le système solaire. On pense que c'est de cette région que proviennent les comètes à longue période. Elles traversent le système solaire et retournent ensuite dans le nuage d'Oort. Ce voyage peut prendre des milliers d'années. Encore plus excitant, il pourrait y avoir une géante gazeuse appelée Tyché dans cette région. Certains scientifiques affirment qu'elle pourrait faire 4 fois la taille de Jupiter. Jusqu'à présent, aucune recherche n'a confirmé son existence. Bien que le nuage d'Oort soit encore considéré comme hypothétique, certains scientifiques pensent que les comètes de cette région sont responsables des principales extinctions de masse sur Terre. Maintenant, allons au-delà des frontières du système solaire. Là-bas, à 1500 années-lumière de la Terre, se trouve le trou noir le plus proche de notre planète. Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils attirent non seulement la matière, mais aussi la lumière. Plus encore, ils ralentissent le temps. Une fois qu'un objet se retrouve piégé dans la gravité d'un trou noir, il ne peut plus s'en échapper. La lumière et la matière se déposent progressivement près de l'horizon des événements et disparaissent bientôt dans l'obscurité infinie. Le temps s'écoule différemment ici. 1 minute près d'un trou noir sera égale à plusieurs semaines sur Terre. Le plus grand mystère est de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur des trous noirs. Certains affirment qu'il n'y a rien d'autre qu'une pression écrasante qui détruit tout ce qu'elle rencontre. D'autres disent qu'il pourrait s'agir de portails vers une autre dimension ou que ce sont des trous de verre menant à d'autres endroits dans l'univers. Si c'était vrai, les trous blancs existeraient aussi, les portails de sortie des trous noirs et des trous de verre. Mais aucun trou blanc n'a été trouvé jusqu'à présent. Maintenant, que dirais-tu d'aller à la frontière hypothétique de l'univers ? On l'appelle le vide de l'Éridan. Si tu regardes la carte de l'univers, tu verras un point froid, vide, d'environ 1 milliard d'années-lumière de large. Toute la galaxie de la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de diamètre. Le principal mystère est de savoir comment cette tache est apparue. Une théorie affirme que ce vide est la cicatrice laissée par la collision de 2 univers parallèles. Imagine que les univers soient des bulles géantes, et un jour, 2 de ces bulles sont entrées en collision. Alors l'univers parallèle à notre bulle nous a arraché plusieurs galaxies. Pour l'instant, c'est la seule explication qui permette de comprendre comment un vide froid aussi immense a pu apparaître dans notre univers. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit ? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil.
Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète ? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre.
Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais 2 à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. À ce jour, la seule vie dont nous soyons certains de l'existence, dans l'univers tout entier, se trouve sur la planète Terre. Que cette vie soit intelligente est, disons, discutable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que nous recherchions inlassablement la vie sur d'autres planètes. Jusqu'à présent, on en a découvert plus de 4000. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que la NASA a compilé une nouvelle liste de 24 planètes qui ne sont pas seulement semblables à la Terre, elles seraient meilleures que notre planète natale. Les conditions y sont si bonnes qu'elles seraient plus confortables que chez nous. Examinons quelques-unes d'entre elles. KOI 5715.01. Cette merveilleuse planète se trouve dans la constellation du Cygne. Et pourquoi est-elle si merveilleuse ? Eh bien, notre Soleil est une naine jaune. Or, même s'il n'est pas si mauvais pour entretenir la vie, certaines étoiles le font mieux. La planète KOI 5715.01 est en orbite près d'une naine orange. Les naines oranges sont des étoiles légèrement plus petites que notre Soleil, avec une luminosité un peu plus faible. Cela ne veut pas dire que nous allons vivre dans une obscurité totale. En fait, si la planète se trouve plus près du Soleil et qu'elle a une atmosphère plus épaisse, elle pourrait même être plus claire et plus colorée que la Terre. Notre Soleil a une espérance de vie très courte. Actuellement, il ne lui reste plus que 7 à 8 milliards d'années à vivre, soit un peu plus que l'âge de la Terre. Les naines oranges, quant à elles, peuvent vivre 45 à 70 milliards d'années. Donc, non seulement nous pourrons traîner plus longtemps sur cette planète, mais les planètes autour de ces étoiles ont plus de temps pour développer la vie. Dans l'idéal, il faudrait trouver une planète à côté d'une naine orange et âgée d'environ 7 milliards d'années. Il est très probable qu'il y ait au moins quelques organismes là-bas. KOI 5715.01 a environ 5,5 milliards d'années. Certes, elle ne semble peut-être pas assez mature, mais ce n'est pas si grave. Notre Terre est 1 milliard d'années plus jeune, et ça ne nous a pas arrêtés.
La planète est assez proche de son étoile et se trouve dans une zone habitable. Une année là-bas dure 190 jours. Imagine que tu ailles encore à l'école primaire et que tu aies déjà ton permis de conduire. Elle est presque 2 fois plus grande que la Terre. La température y est de 11 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la nôtre, 14 degrés. Mais il fait probablement plus chaud là-bas, car la forte gravité l'aide à conserver plus longtemps la chaleur dans son atmosphère. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin, à 3000 années-lumière de la Terre précisément, ce qui fait environ 29 milliards de kilomètres. Donc, n'oublie pas ton pique-nique. Maintenant, la planète KOI 3010.01 se trouve à côté de l'étoile KOI 2010. Et elle semble être un monde bien agréable. La température moyenne sur cette planète est de 19 degrés. Elle est donc un peu plus chaude que la nôtre. Mais c'est une bonne chose. Les scientifiques pensent que sur une planète parfaite, la température devrait être d'environ 5 degrés plus chaude que sur Terre. Plus il y a de chaleur sur la planète, plus il est confortable d'y vivre. Et aussi, plus les chances de développer la vie sont élevées. Le rayon de cette planète est presque 1,5 fois plus grand que celui de la Terre. Il y a une certaine atmosphère, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de sa composition, mais elle est probablement similaire à celle de la Terre. Les scientifiques pensent que nous y trouverons un océan et qu'il peut couvrir jusqu'à 60% de la surface. Or, dans un monde parfait, l'eau et la terre devraient être réparties de façon plus égale que sur notre planète. Un peu plus de terre signifie un peu plus de territoire et de ressources. Cette planète est en fait très similaire à la Terre. La ressemblance est si frappante que les scientifiques pensent que nous avons 84% de chances d'y trouver de la vie. Bien sûr, pas forcément une forme de vie intelligente, mais au moins quelques animaux. Génial, non? À quoi penses-tu qu'il pourrait ressembler? Une planète très semblable à la Terre, mais avec une gravité plus forte. Si un animal y vit, il est probablement trapu avec de petites pattes très puissantes, ce qui est à la fois adorable et effrayant. Mais nous ne pourrons pas découvrir la vérité de sitôt. Jusqu'à présent, pour nous, ces planètes sont des points microscopiques dans l'espace. Nous n'avons que quelques données ennuyeuses à leur sujet, et nous ne savons pas à quoi elles ressemblent. Nous devrons attendre de trouver un moyen de nous rapprocher de ces planètes. Kepler 186f est aussi l'une des candidates les plus sérieuses pour abriter la vie. Cette planète plutôt mignonne a été surnommée la cousine de la Terre, car elle lui ressemble fortement. Ces deux planètes sont en effet comme des sœurs, mais pas vraiment jumelles. Kepler 186f tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles encore plus ternes et plus petites que les naines oranges. Elles vivent aussi très longtemps, mais leur luminosité est très faible. Cependant, Kepler 186f est plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil. Alors, il ne devrait pas faire trop sombre là-bas. En tout cas, pas une nuit perpétuelle. Le ciel de cette planète sera certainement d'une nuance de rouge inhabituelle, comme les couchers de soleil sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimerais vivre sur une planète avec un coucher de soleil éternel? La taille de cette planète est à peu près la même que celle de la Terre. Pas mal, mais pas parfait. Pourquoi? Parce que les planètes les plus adéquates sont celles qui sont plus grandes que la Terre et qui ont une gravité plus forte. Tu te dis probablement, mais ne sera-t-il pas plus facile d'y marcher et encore plus difficile de sortir du lit le lundi matin? Certes. Mais d'un autre côté, cette planète attirera mieux l'atmosphère, qui sera plus épaisse et plus dense. Cela signifie plus de protection contre les dangers de l'espace, plus d'oxygène et plus de chaleur. Sans oublier le fait que les plus grosses planètes offrent plus d'espace pour s'installer. Génial, non? Mais bien sûr, la taille de la Terre est aussi très bien adaptée. Un autre fait intéressant est que l'inclinaison de Kepler 186f est à peu près la même que la nôtre. Cela signifie qu'il devrait y avoir des saisons stables et un cycle jour-nuit normal. Sais-tu à quel point l'inclinaison de la planète est importante? Regardons Mars. Elle se trouve aussi dans la zone habitable de notre Soleil. Mais son inclinaison est très instable. Et par conséquent, tout l'océan qui aurait pu s'y trouver autrefois s'est maintenant complètement asséché. Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert rouge et il n'y a pas de vie. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tu vois à quel point ces petits détails sont importants? Cette planète est aussi très éloignée de nous, 490 années-lumière. Cela fait environ 5 milliards de kilomètres. Donc, là aussi, nous allons devoir attendre le voyage intergalactique. Kepler 62e et Kepler 62f étaient appelés les plus semblables à la Terre avant que nous ne découvrions Kepler 186f. Elles sont très comparables à notre planète.
Kepler 62e est environ 1,5 fois plus grande que la Terre, et Kepler 62f est à peine plus petite que cela. Elles sont situées dans la constellation de la Lyre à environ 1200 années-lumière de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge. Une année sur Kepler 62e dure environ 122 jours, encore moins que sur la première planète dont nous avons parlé. Les scientifiques pensent que 62e et 62f sont toutes deux des sortes de mondes d'eau, des endroits principalement, voire complètement, chauds et recouverts d'eau. S'il y a des terres là-bas, ce ne sont probablement que des îles. Un monde entièrement constitué d'îles. Un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Mais si tu es un fan des animaux marins anciens, imagine à quel point ils pourraient être gigantesques là-bas. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette planète. A-t-elle une surface ? Quelle est sa composition ? Sa densité ? Un jour, nous pourrons peut-être répondre à ces questions. Voilà, c'est tout pour les super-terres. Bien sûr, la liste originale est bien plus longue, et tu peux aller la consulter sur Internet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des planètes qui sont meilleures que la Terre. Mais nous connaissons aussi des milliers d'autres exoplanètes qui sont juste assez proches de la nôtre. Et il y a de fortes chances que quelques-unes d'entre elles abritent au moins une forme de vie. Mais elles se trouvent très très loin, alors nous n'avons aucun moyen de le vérifier pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des créatures sympas sur plusieurs d'entre elles.